Le marché du stockage informatique représente aujourd'hui presque 50 milliards de dollars par an. Autre manière de se le représenter, on s'attend à ce que l'humanité stocke 163 zeta-octets de données en 2025, soit 1,3 million de milliards de 0 et de 1. Si on stockait toutes ces informations sur nos bons vieux CD, la pile ferait 2 fois la distance Terre-Soleil, soit 300 millions de kilomètres de haut. Dans les nombreuses méthodes de stockage qui existent à l'heure actuelle, on peut citer notamment les supports micro-sillons comme les vinyles, les supports optiques comme les CD, les DVD et les Blu-ray, les supports magnétiques comme les disques durs, les mémoires flash comme les clés USB ou les SSD. Commençons par les vinyles. Quand on regarde un vinyle, on remarque qu'il est constitué d'un long sillon qui fait tout le tour du disque un grand nombre de fois. On appelle ça une spirale de Newton. Quand on zoome dessus, on remarque que la profondeur et la largeur de ce sillon varient. Ces variations reproduisent la modulation du son qui a été enregistré. Maintenant, si on balade à la surface du disque une pointe en diamant ou en saphir, cette pointe va vibrer. On peut alors transformer cette vibration mécanique en signal électrique pour l'amplifier et l'envoyer à un haut-parleur par exemple. Vous l'aurez compris, le vinyle est un support de stockage analogique, c'est-à-dire que les informations sont stockées de manière continue sans pause. Bah comment ça sans pause? Il y a des supports audio où c'est pas comme ça? Eh ben non, et même une majorité d'ailleurs. En effet, qu'il s'agisse de CD, de DVD, de Blu-ray, de disque dur ou de mémoire flash, les informations ne sont stockées que sous forme de 0 et de 1. C'est du stockage numérique. Maintenant, question. Comment sont stockés ces fameux 0 et 1 sur un CD et surtout, comment les lit-on? Eh bien, on peut faire une analogie avec le vinyle en remplaçant le vinyle par une surface en plastique réfléchissante et on remplace la pointe en diamant par un laser que l'on focalise sur la surface du disque. Pour récupérer les données stockées sur un CD, un DVD ou un Blu-ray, on envoie un rayon laser à la surface et on regarde ce qui a été réfléchi. Au niveau de la capacité de stockage d'un vinyle, on imagine facilement qu'il n'est pas possible de faire une pointe en diamant ou en saphir aussi petite que l'on veut, ce qui limite forcément la capacité de stockage. Mais pour le CD alors? Eh bien c'est pareil, on ne peut pas faire des trous aussi petits que l'on souhaite. Cette taille est limitée par un phénomène physique bien connu, la diffraction. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour comprendre, commençons par une petite question physique. Que se passe-t-il au foyer d'une lentille où l'on image le soleil? À l'école, on nous apprend que tous les rayons sont concentrés en un seul endroit, en un seul point. Mais alors si tout est concentré en un seul endroit, la température au foyer devrait être immense, voire infinie. Eh bien effectivement, avec une vision simpliste de la physique, on pourrait se dire ça. Mais un phénomène limite justement ceci, c'est la diffraction. En effet, au niveau du foyer, les rayons ne sont pas concentrés en un seul point, mais sur une toute petite surface que l'on appelle tache d'Airy. Pour revenir à mon CD, il existe la même limitation. Le laser qui est focalisé sur le CD n'est pas simplement concentré en un seul point, mais sur une tache. Certes petite, mais une tache quand même. C'est d'ailleurs la taille de cette tache qui limite la capacité de stockage de nos CD. Mais alors le DVD, il fait la même taille que le CD et pourtant on peut stocker presque 7 fois plus d'informations que le CD. Eh bien c'est à cause de la couleur du laser qui a été utilisé pour lire le disque. En effet pour le CD il s'agit d'un laser à 780 nanomètres, c'est-à-dire dans le proche infrarouge, tandis que pour le DVD il s'agit d'un laser à 650 nanomètres, c'est-à-dire un laser de couleur rouge. Eh bien figurez-vous que plus la longueur d'onde du laser est courte, plus la taille de la tache d'Airy est petite. Avec un laser à 650 nanomètres, la tache d'Airy est donc plus petite que celle que l'on produit avec un laser à 780 nanomètres. Et qui dit plus petite tache dit plus de stockage sur une même surface. C'est ainsi que l'on stocke plus d'informations sur un CD que sur un DVD. Génial, on a trouvé le moyen de stocker toujours plus, diminuer la longueur d'onde, problème résolu. Eh bien non, malheureusement pas totalement. Alors effectivement, la technologie du Blu-ray utilise un laser bleu, et on peut donc stocker beaucoup plus d'informations sur un Blu-ray que sur un CD ou un DVD. Mais dès qu'il s'agit de passer au-delà du bleu, c'est-à-dire dans le domaine du violet ou de l'ultraviolet, c'est une autre paire de manches. Pour tout un tas de raisons techniques, il est difficile de faire des supports de stockage dans l'ultraviolet, et le Blu-ray se rapproche donc d'une limite technique qu'il sera difficile de franchir. Maintenant prenons un peu de hauteur. Que ce soit sur un vinyle, un CD, un DVD ou un Blu-ray, les informations sont stockées sur une surface. Et si on profitait de la troisième dimension et que l'on stockait les informations dans un volume? Au premier abord, l'idée semble très séduisante. Si on arrivait à avoir la même densité de stockage qu'un CD, on pourrait en théorie stocker plusieurs terabits de données dans un cube de la taille d'un carré de sucre. Mais comment diable peut-on faire? Eh bien on ne va plus faire des petits trous dans la matière qui va réfléchir ou non un laser, mais on va modifier localement les propriétés du matériau de stockage. Pour être précis, on va modifier l'indice de réfraction du milieu. Nouvelle question que vous vous posez sans doute, qu'est-ce que l'indice de réfraction? Pour l'expliquer, petite expérience. Mettez une pièce au fond d'une tasse et éloignez-vous juste assez pour ne plus la voir. En restant au même endroit mais en rajoutant progressivement de l'eau, vous allez progressivement la voir réapparaître. Si on met tout ça sur un schéma, c'est tout de suite beaucoup plus clair. En effet, on peut voir qu'à l'interface entre l'air et l'eau, le rayon semble tordu au niveau de l'interface. On appelle ce phénomène la réfraction. Et ce qui permet de calculer la variation d'angle entre avant et après le milieu traversé s'appelle l'indice de réfraction.
En général, l'indice de réfraction d'un milieu ne change pas ou peu dans le temps. L'objectif de la photoréfractivité, c'est justement de modifier très légèrement cet indice et d'utiliser ces infimes variations d'indice comme méthode de stockage. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est fondamentalement l'effet photoréfractif, c'est un peu complexe. À la place, je vais plutôt vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise en pratique. On commence par prendre un laser que l'on sépare en deux. Le premier faisceau sera alors le faisceau de référence et on ne fait rien dessus. L'autre partie passe par un dispositif qui va moduler la lumière de manière similaire à ce qui se passe dans un écran LCD. On va ensuite focaliser les deux faisceaux au même endroit à l'intérieur du cristal. Ainsi, en fonction de ce que l'on aura fait au niveau du modulateur lumineux, on aura parfois deux faisceaux qui arriveront en même temps et au même endroit, et parfois on n'aura qu'un seul faisceau qui arrivera au point focal. Et c'est là que réside toute l'astuce. Le laser utilisé est tellement intense que grâce à l'effet photoréfractif, il va modifier très légèrement l'indice de réfraction. Alors imaginez lorsque deux lasers arrivent en même temps et au même endroit. Le changement d'indice de réfraction est encore plus important qu'avec un seul laser. C'est ainsi que sont stockées les données avec une méthode holographique. Maintenant que nos données sont soigneusement inscrites sous forme d'infimes variations d'indices à l'intérieur du cristal, comment lire ces données? Eh bien, on va utiliser cette fois seulement le faisceau de référence et on va regarder comment sort le faisceau du cristal. En effet, je vous ai dit tout à l'heure que l'indice de réfraction jouait sur la manière dont le matériau dévie un rayon. Avec notre hologramme qui possède de microscopiques variations d'indices, les rayons sont ainsi plus ou moins déviés à chaque endroit du cristal. Ainsi, simplement en regardant la façon dont le faisceau ressort du cristal, on peut retrouver toutes les données qui ont été inscrites à l'intérieur du cristal. Bon, tout ça paraît un peu compliqué par rapport à la technologie des disques durs qui est aujourd'hui extrêmement bien maîtrisée. Alors, quel intérêt? Eh bien, en plus de permettre un volume de stockage théorique absolument monstrueux, il est possible de lire ces données à une vitesse hallucinante. En effet, dans un disque dur, on a une tête de lecture qui va lire séquentiellement, bit par bit, la surface du disque. Ainsi, la vitesse de transfert d'un disque dur est soit limitée par la vitesse de rotation du disque, soit par l'électronique de traitement située derrière. Avec les hologrammes, rien de tout ça. En effet, au lieu d'enregistrer des données à un seul endroit à la fois, le modulateur lumineux que l'on a utilisé au début pour l'enregistrement peut servir à enregistrer des données à plusieurs centaines, voire à plusieurs milliers d'endroits à la fois. C'est ainsi qu'au lieu de parler de disques durs pouvant aller jusqu'à 150 mégaoctets par seconde, on peut facilement envisager des taux de transfert allant jusqu'aux gigaoctets par seconde. De quoi se copier un film en bonne qualité en moins de 2 secondes. Mieux, alors qu'il est difficile d'imaginer plusieurs têtes de lecture sur un même disque dur, on peut tout à fait envisager d'utiliser plusieurs lasers de lecture et d'écriture en même temps, augmentant ainsi les taux de transfert possibles. Mais alors pourquoi tout le monde n'a pas encore ça chez lui? En faisant mes recherches sur le sujet, j'ai remarqué que le sujet des mémoires holographiques était énormément abordé vers 2004-2005, puis presque plus rien depuis. D'ailleurs, plusieurs entreprises se sont aventurées sur le sujet, mais aucune n'a réussi à fabriquer un produit pouvant rivaliser avec les disques durs. Heureusement, le sujet n'est pas mort et il a même l'air de revivre depuis ces dernières années. En effet, en fouillant sur la base européenne des brevets, j'ai remarqué qu'un grand nombre de brevets a été déposé par diverses entreprises au Japon, en Corée du Sud et en Chine depuis 2015. Autre technologie de stockage en vogue, la mémoire flash. Cette fois, on n'a plus affaire à des disques en rotation, il n'y a plus d'optique, plus de pièces mécaniques, mais seulement des semi-conducteurs. Dans les mémoires flash, on distingue principalement deux sortes de mémoires. On a d'abord les mémoires vives, qui font en général quelques gigaoctets. Il s'agit de mémoires volatiles, c'est-à-dire que tout leur contenu s'efface dès qu'elles ne sont plus alimentées. Ce genre de mémoire est beaucoup utilisé pour stocker temporairement des données avant de les envoyer à traiter au processeur de l'ordinateur par exemple. En général, ce genre de mémoire se présente sous forme de petites barrettes. Après les mémoires vives, deuxième type de mémoire, les mémoires mortes. Cette fois, lorsqu'on ne les alimente plus, celles-ci conservent en mémoire les données enregistrées. C'est par exemple ce type de mémoire qui se trouve à l'intérieur des téléphones, des clés USB, mais aussi des SSD. Ce genre de mémoire est en train d'envahir tout le secteur de l'informatique, si bien que les SSD sont en passe de supplanter le monopole des disques durs conventionnels dans les data centers. Au niveau du principe de fonctionnement, c'est assez complexe, et je vais donc partir sur ma spécialité, les analogies foireuses. Imaginez des milliers de petits seaux côte à côte avec une planche sur le dessus de chacun d'eux. Si on envoie en permanence du sable sur le dessus des seaux, mais qu'une planche se trouve sur le dessus, le sable ne peut pas rentrer. En revanche, si je retire la planche, du sable rentre et remplit le seau. Eh bien c'est ça le principe des mémoires flash, sauf qu'au lieu d'avoir du sable, on va envoyer des électrons, c'est-à-dire un courant électrique. Par ailleurs, pour commander le fait de retirer ou non la planche, on ne va pas utiliser un composant mécanique comme une planche, mais un composant électronique, un transistor pour être précis. De manière simplifiée, un transistor c'est un interrupteur électronique. Ce genre d'interrupteur est très similaire à ceux que l'on trouve chez nous. Chez nous, il y a deux pattes et lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, on met simplement en contact les deux pattes. Avec un transistor, cette mise en contact n'est plus faite de manière mécanique, mais en envoyant un courant électrique dans une troisième patte. Si j'envoie du courant dans la patte de contrôle, alors un courant pourra circuler entre les deux autres pattes. Sinon, rien ne pourra passer. Pour revenir à notre mémoire flash, on a vu qu'on pouvait stocker nos électrons dans des seaux.
Maintenant, comment lire ces données? Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de compter combien d'électrons se trouvent dans un seau et on sait si on a stocké un 0 ou un 1. L'énorme avantage de cette technologie par rapport à bien d'autres, c'est qu'il est possible, comme avec le stockage holographique, de lire et d'écrire à plusieurs endroits à la fois, ce qui permet d'avoir des débits phénoménaux, en général plusieurs centaines de mégaoctets par seconde en lecture et en écriture. Par ailleurs, cette technologie peut être énormément miniaturisée, ce qui permet d'avoir des cartes SD de plusieurs centaines de gigaoctets dans des cartes aussi petites que celle-ci. Passons à la dernière technologie de stockage, celle qui reste majoritaire dans le monde aujourd'hui, nos bons vieux disques durs. Le principe est encore une fois similaire à celui d'un vinyle ou un CD. Un ou plusieurs disques tournent et une tête permet de lire et d'écrire à la surface des disques. La grosse différence avec les technologies précédentes, c'est que cette fois les informations sont stockées sous forme magnétique. Ainsi, on peut assimiler la surface du disque à plusieurs millions ou plusieurs milliards d'aimants mis côte à côte. Un aimant ayant un pôle nord et un pôle sud, il est possible de stocker des informations rien qu'en orientant ces aimants. C'est le rôle de la tête d'écriture. Pour lire les données, il suffit ensuite de regarder l'orientation de chacun de ces petits aimants. Et pour avoir accès à l'intégralité du disque, on le fait tourner. Et pour avoir un très grand débit, on fait tourner le disque très vite. 120 fois par seconde pour ce disque-là, mais certains peuvent aller jusqu'à 200 tours par seconde. Autre truc auquel on ne pense généralement pas quand on cherche à comprendre le fonctionnement d'un disque dur, comment la tête de lecture arrive à rester à la surface du disque. En effet, avec des vitesses pareilles, vous imaginez bien que la tête de lecture ne touche pas directement la surface. Non, elle lévite. D'ailleurs, pour mettre des ordres de grandeur sur tout ça, petite analogie proposée par le fabricant de disques durs Seagate. Si la tête de lecture-écriture était un Boeing 747 et le disque la surface de la Terre, alors l'avion volerait à Mach 800, soit 272 km par seconde. L'avion volerait alors à 1 cm du sol et chaque brin d'herbe correspondrait à un bit de données. Lors de la lecture des données, il n'y aurait en moyenne que 10 erreurs de lecture sur une surface équivalente à la surface de l'Irlande. Bon, un peu de physique maintenant. Je vous ai dit que la tête de lecture-écriture volait au-dessus de la surface du disque, mais je ne vous ai pas dit comment. Et là, c'est la partie vraiment intéressante. En effet, quitte à faire une analogie sur les avions, autant que ça serve. Oui, vous avez bien compris. La tête de lecture a vraiment un profil d'aile d'avion pour voler de la même manière qu'un avion vole. Du moment que le disque tourne, impossible que la tête de lecture entre en contact avec le disque. Sauf si... Et oui, si vous lancez un disque dur par terre pendant qu'il est en train de tourner, il est possible que le choc fasse malgré tout entrer en contact la tête de lecture-écriture avec le disque. C'est ce que l'on appelle gentiment un atterrissage. Ah bah, quitte à faire des analogies, autant les pousser jusqu'au bout. Donc, pitié, quand vous avez un ordi avec un disque dur dans les mains, posez-le doucement. Pensez au petit avion qui est en train de survoler l'Irlande pour stocker toutes vos données. Sur ces belles paroles s'achève l'épisode 2, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un pouce en l'air ou un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce qui vous a déplu, ça m'aidera beaucoup à m'améliorer pour les vidéos suivantes. Pour faire connaître un peu plus la chaîne, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à dans un mois pour une vidéo sur la série Breaking Bad.